Bonjour, Bertrand Dubreuil, 48 ans, 11 fois champion de France, professeur et breveté d'État de canne de combat et bâton, président du comité national de canne de combat et bâton, associé à la Fédération française de savate, boxe française et discipline associée, et préparateur de l'équipe de France de canne de combat et bâton. Je vous présente Francis Bareil, mon partenaire, 51 ans, 6 fois champion de France, professeur de canne de combat et bâton, et à mes côtés pour la préparation des compétiteurs. La canne et le bâton, ce sont des armes qui ont traversé, enfin des instruments qui ont traversé les âges et les cultures, puisqu'on les trouve déjà dans les bas-reliefs égyptiens, on trouve la canne, puis après ça a servi, évidemment, on l'a utilisé comme outil ou symbole qu'on retrouve déjà dans notre 17e, 18e siècle français, dans la tenue vestimentaire. On a vraiment cette activité comme sport de combat qui intègre vraiment l'idée du sport de combat à partir du début du 19e siècle dans les écoles militaires où elle était utilisée comme arme d'entraînement, moins coûteuse et moins dangereuse. Il faudra attendre la deuxième moitié du 19e siècle avec des maîtres comme Charlemont et d'autres qui l'ont rendue discipline civile et utilisable par tous. Et d'ailleurs, c'est principalement à ce moment-là qu'il y aura la jonction, le mariage avec la savate boxe française, discipline pied-point, où on verra dans les mêmes salles la pratique de la canne et du bâton et de la savate et boxe française. Donc, Maître Charlemont codifie pour la première fois une technique complète de canne de combat et bâton fin 19e, et entre 1920 et 1970, l'activité deviendra très confidentielle, très peu pratiquée. Il faudra attendre un nouvel essor organisé, élaboré par Maurice Sarry avec à ses côtés Michel Gomez et Philippe Conjat, pour voir une nouvelle codification qui conservait les critères fondamentaux historiques, mais qui en faisait une discipline plus moderne, plus sportive, qui s'ouvrait vers la compétition, et notamment la compétition de haut niveau, la compétition internationale. Aujourd'hui, la discipline est en pleine essor. On a eu nos premiers championnats du monde en 2004, on vient de terminer nos championnats, nos premiers championnats d'Europe en 2006, et vous verrez pendant cette session que c'est une activité très riche au niveau des possibilités chorégraphiques et d'expression. C'est-à-dire qu'on a des critères fondamentaux assez stricts, mais à partir de ces critères, tout est possible, et on vous expliquera donc ces bases qui vous permettront donc de créer vous-même vos propres dynamiques de jeu. Voilà, on a découpé cette session suivant 5 parties. Vous avez la première partie qui va être la présentation de l'arme, et notamment de la canne de combat, parce qu'on va se consacrer dans cette session principalement à la canne de combat. On fera une présentation du bâton, mais on verra ça ultérieurement dans une autre session éventuellement. Ensuite, on va vous parler de l'air de combat, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'air de combat. Ensuite, en troisième point, vous aurez les techniques simples, offensives et défensives. En quatrième point, les techniques élaborées, offensives et défensives. Et en cinquième partie, on aura l'aspect, l'initiation aux technico-tactiques. Voilà. Prêt pour le salut? Salut. On ne bouge plus.
Première partie, donc présentation de l'arme. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une arme chargée d'histoire, c'est une arme 100% française. Elle mesure 95 cm de long et pèse environ 100 à 110 grammes, surtout en compétition. À l'entraînement, on peut prendre des cannes un petit peu plus lourdes. C'est une canne en châtaignier. Elle est assez souple et permet de se casser lorsque le coup est trop violent. C'est une question de sécurité. Et on sait bien qu'à l'époque, les cannes étaient en licences diverses comme le cornouiller, le châtaignier et le noyer. C'est une canne que l'on utilise avec une frappe latérale sur le côté, que des frappes sur le côté de l'arme, et pas les coups de pique. Les coups d'estoc sont interdits pour des questions historiques et des questions de sécurité. On a l'obligation de frapper avec le bout, le dernier quart de la canne, ici. Ça, c'est bon. Ça, c'est mauvais. Ensuite, on a les surfaces de frappe de la canne, c'est-à-dire qu'on a les cibles sur le côté de la tête, ici et là, sur le dessus de la tête, ici, là, derrière, interdit, le cou, interdit. Ensuite, on a le flanc pour les hommes seulement, de là, l'aisselle jusqu'à la ceinture, ici, mets-toi face à moi, là, les deux bras, là, là, le dos, tourne-toi, interdit. Ensuite, on a la partie basse de la jambe, c'est-à-dire au-dessus de la malléole, en dessous du genou, ici, tibia, de l'autre côté, pareil. Derrière, c'est bon. Le genou, cuisse, triangle génital, pied, interdit. Voilà. Deuxième partie, l'aire de combat. Donc les compétiteurs évoluent dans une aire circulaire de 9 mètres de diamètre avec un arbitre au centre et des juges répartis avec une distance autour de l'aire de combat. La validation des touches se fait par levée de drapeau correspondant à la couleur des tireurs. Il y a le jaune et le bleu. Les tireurs sont protégés avec une tenue matelassée, casque et protection intégrale. Voilà, maintenant on va passer directement aux techniques. Donc, troisième partie, les techniques simples, offensives et défensives. On va commencer par la position de garde. Donc, comme repère, on se met face à son adversaire et on recule simplement la jambe opposée à la main qui tient l'arme. Voilà, souple, le pied avant et dirigé vers le partenaire. La position est une position légèrement fléchie, souple. Le poids du corps est réparti également sur les deux jambes et les appuis au sol se font principalement sur l'avant du pied, sans être sur la pointe des pieds, mais légèrement sur l'avant du pied. C'est une garde qu'on inversera très souvent en canne puisqu'on se sert aussi bien de la main droite que de la main gauche. Donc on doit pouvoir alterner une garde à droite et une garde à gauche. Nous allons donc aborder maintenant les techniques proprement dites, les techniques offensives de la canne, qui comportent 6 coups. C'est-à-dire que vous avez 4 coups verticaux et 2 coups horizontaux. Vous allez voir, on va vous l'expliquer, que chacun des coups de la canne est constitué de 2 phases bien différentes. Il y a la phase de l'armée, c'est-à-dire la préparation du coup, et il y a la phase du développement avec l'arrivée sur la cible. À l'intérieur de ces 2 phases, il y a 4 critères fondamentaux. D'abord l'armée, l'obligation pour le tireur de passer sa main derrière le plan des épaules avant d'exécuter son coup. On a le deuxième critère qui est de respecter le plan de rotation, c'est-à-dire soit horizontal, soit vertical. Et le troisième critère, c'est la position de frappe, la position finale, où là on a la canne et le bras dans le même prolongement, avec ouverture des épaules, position finale, sur moi. Voilà, prolongement, canne, bras, ouverture des épaules. Le quatrième critère, c'est la fente obligatoire lorsque l'on frappe en jambe. Dans la partie basse, la fente est obligatoire, c'est-à-dire qu'on doit avoir le dessus de la cuisse parallèle au sol et la jambe arrière tendue. Fais-moi une fente. Là, descend bien. Donc on a flexion, la jambe avant, jambe arrière tendue.
Cette fente est obligatoire, on l'expliquera un peu mieux tout à l'heure, pour une question de sécurité. Depuis les années 70, on l'a rendu obligatoire afin que les coups ne soient pas obliques, mais soient le plus horizontaux ou verticaux possible. Donc on revient sur le premier coup horizontal, qui est le latéral extérieur. Donc je commence par armer. La position d'armée est à peu près celle-ci, c'est-à-dire que la canne reste dans l'axe de combat vers le partenaire. Je développe derrière sur un même plan et je reviens sur ma cible. Donc, armée, développement, et je reviens sur la cible. Comme je le disais tout à l'heure, on frappe avec le dernier quart de la canne, c'est-à-dire que ici, c'est pas bon. Voilà pour le premier coup, le latéral extérieur. Rotation des épaules et du bassin, ça c'est mauvais à cause de la torsion lombaire. Donc on accompagne les épaules avec le bassin. Le glissement de la rotation se fait au niveau des appuis. Je refais, garde, armée, développement, pause ici. Ensuite, évidemment, ce coup-là peut se décliner sur les trois niveaux différents, c'est-à-dire que j'ai ici, en tête, en flanc pour les hommes uniquement, pour les femmes c'est interdit, et en jambe. On refait, là, là, là. Un peu plus rapidement avec les parades. Là, là, là. Un peu plus vite. Voilà. Deuxième coup horizontal qui est du côté intérieur de la garde, c'est le latéral croisé. Donc première phase, l'armée. Comme tout à l'heure, la canne reste face à l'adversaire dans l'axe de combat. Deuxième partie, développement. Vous voyez qu'il y a une rotation du buste et du bassin qui s'effectue par les appuis. C'est la parade. Là. Évidemment, cette frappe, comme l'autre frappe qu'on a montré tout à l'heure, peuvent être effectuées sur les trois niveaux différents, c'est-à-dire tête, flanc et jambes. On refait. Tête, flanc et jambes. Ensuite, évidemment, ces deux mouvements horizontaux, on verra tout à l'heure les enchaînements, peuvent se succéder, et ça donne ceci. À toi. Merci. Maintenant, nous allons montrer les 4 coups verticaux, dont le premier est le brisé, c'est une espèce de moulinet qui se fait ainsi et qui frappe la cible du dessus de la tête. Moulinet, ainsi. On a toujours nos deux phases, armée, la main passe derrière le plan des épaules et retour sur la cible. Ça, pas bon. Donc, il y a vraiment un aller et un retour. Pour la technique proprement dite de la main, vous pouvez commencer, si vous avez du mal à opérer ce moulinet, par cette position-là. Vous balancez l'arme et vous la récupérez dans la main. On la remet en bas, coincée entre la paume et le pouce. On balance l'arme vers l'arrière, on la projette vers l'arrière et on la récupère dans la main. Ensuite, maintenant, on va faire le mouvement complet simplement du moulinet du poignet, sans l'armer. Donc on lâche la canne devant soi et on la récupère. On la lâche en tournant le poignet vers l'extérieur, on se retrouve comme ça, et on la récupère avec l'élan. Et ainsi, on a un moulinet qui s'opère. Maintenant, le coup ne peut être validé que s'il est armé. Donc je reviens sur mes critères, armé, et je frappe. Chacun son tour. Encore. Un peu plus rapide. Voilà.
Ensuite, nous avons le mouvement inverse qu'on appelle l'enlevé. Là, on avait le moulinet avant, maintenant on a le moulinet arrière. Donc là, on projette la canne vers l'arrière, on ouvre la main et on la récupère par une rotation de la main devant. On projette la canne vers l'arrière, on ouvre la main et on la récupère par une rotation de la main devant. Ce moulinet va viser essentiellement, exclusivement la partie basse. C'est-à-dire que c'est un mouvement que l'on arme également et que l'on projette avec une fente sur la partie basse. Simplement là. Pour le briser de tout à l'heure, une seule surface de frappe tête. Pour l'enlever, une seule surface de frappe jambe. Donc l'enlever. Donc là maintenant on a un troisième mouvement offensif vertical, qui est le croisé-tête. Position d'armée comme tout à l'heure, attendu. La canne vers l'axe de combat, vers le partenaire, entre ses jambes. Et retour sur le dessus de la tête. Armée, retour. Armée, retour. Un petit peu plus tonique. Et ensuite, on a le mouvement inverse, qui est le croisé bas. On part de la position de la garde, on lève le bras et on le descend dans un mouvement vertical en position basse. Position de garde, mouvement vertical en position basse. Rapide. Voilà. Salut. Vous remarquerez que le salut en canne de combat correspond à l'enchaînement de l'enlevé suivi du croisé bas. Ces deux coups, préalablement décrits, sont exécutés sans armée et en position frontale. Le début et la fin du salut sont caractérisés par une position horizontale du bras muni de l'arme. Donc maintenant, on évoquait dans les critères techniques l'obligation de la fente lorsque l'on frappe en jambe, de façon à n'avoir que des coups verticaux ou horizontaux. Donc la fente, on l'évoquait tout à l'heure, je la rappelle, on a ici le quadriceps, la cuisse à l'horizontale et la jambe arrière tendue, avec le pied qui se dirige vers le partenaire, et ici le pied qui respecte les lignes des appuis de départ de la garde. C'est-à-dire qu'on est dans cette position ici, là c'est bon, on n'est pas comme ça mauvais, à cause de l'équilibre, et à cause du manque d'ouverture du bassin qui va bloquer les coups extérieurs. Francis, la garde, la fente. Fente avant. Pour la terre extérieure, enchaîne plusieurs fentes. Là, on progresse un peu. Là, la terre croisée. Voilà. Nous avons également la fente arrière, où là, le poids du corps va se fixer principalement sur la jambe arrière, qui est exécution de la fente arrière. Vas-y. Fente arrière, ne bouge plus. On a toujours les mêmes critères. La jambe fléchie, la cuisse à l'horizontale et la jambe tendue. On va alterner maintenant fente avant, fente arrière. Sur différentes. Fente avant, fente arrière.
fente avant, fente arrière. Pour l'équilibre du buste sur la fente avant, il y a une légère projection en avant, mais pas comme ça. C'est très mauvais au niveau de la physiologie du genou. On est assez droit, avec l'essentiel du poids sur la jambe avant, mais on garde quand même du poids sur la jambe arrière afin de pouvoir éventuellement avoir une motricité de combat en position de fente. La fente n'est pas un point final, un enchaînement. Ça peut être une position transitoire intermédiaire. Après avoir vu dans la troisième partie les mouvements, les techniques offensives simples, nous allons aborder les techniques défensives simples, qui sont constituées de deux thèmes différents, les parades et les esquives. Les parades simples qui protègent des coups horizontaux sont celles-ci, qui protègent à la fois le flanc et la tête. Vous remarquerez que la canne est légèrement inclinée vers l'intérieur, afin que la canne de l'adversaire ne touche pas la main, ne glisse pas sur la main, ou qu'elle ne passe pas devant la garde. On refait. Ensuite, nous avons la parade extérieure qui protège la jambe. Même principe, la canne inclinée vers l'intérieur de la garde afin qu'elle ne remonte pas le long des doigts ou qu'elle ne passe pas devant. Ensuite, nous avons la parade en toit qui protège des mouvements verticaux. Même principe, la canne est inclinée vers l'extérieur afin que la canne de l'adversaire s'échappe si elle glisse. Ensuite, on combine les différentes parades sur des enchaînements. Vous voyez que chaque parade est également une amorce d'un armé, une préparation à une riposte. Là, je suis presque en position d'armée que l'on a vu tout à l'heure. Maintenant, nous allons aborder les parades croisées, intérieures de la garde. Même principe. Parade qui protège les deux zones à la fois, légèrement inclinée vers l'intérieur. En bas, parade qui protège le tibia, la canne qui rentre dans la garde. L'intérêt sur les mouvements croisés, sur les parades croisées, c'est de tourner le buste à la rencontre de la canne de l'adversaire afin justement de se mettre en position préparatoire de la riposte. On a pour protection des coups verticaux la parade en tête croisée. Toujours inclinaison vers l'extérieur. Parade croisée. On enchaîne. C'est bon. Nous abordons maintenant les esquives. Donc nous avons d'abord les esquives latérales, dites de boxeur. Vous remarquerez qu'il y a un déplacement complet des appuis du corps afin de favoriser la riposte. Ensuite, nous avons les esquives de retrait. Même principe avec déplacement complet des appuis pour favoriser la riposte. Évitez ce type d'esquive. Ils sont antiphysiologiques et qui ne permettent pas la continuité dans l'action. Ensuite, nous avons les esquives basses. Avec, si on veut les rendre plus opérationnelles, une transformation directe en fente. Ensuite, nous avons les esquives sautées,
On verra plus tard qu'à l'intérieur de ces esquives sautées, on peut également y mettre des ripostes. Toujours dans cette troisième partie des enchaînements simples, nous allons les mettre en œuvre sur un exercice très simple, plus ou moins statique, qui consiste à attaquer chacun son tour et un coup chacun, avec un changement de vitesse crescendo en accélérant petit à petit. Évidemment, l'accélération se fait suivant les niveaux. Même type d'enchaînement crescendo avec un coup chacun, mais là sur seulement deux coups. Latéral croisé, croisé tête. Donc maintenant, nous allons voir les enchaînements de plusieurs coups. Donc là, on va passer à 3 techniques consécutives. Donc là, je vais vous proposer un croisé tête, un latéral croisé flanc et un croisé bas. Trois techniques également. Okay. Brisé, croisé tête, extérieur. Pour terminer cette partie sur les enchaînements, les techniques simples, et avant d'aborder la 4e partie sur les techniques élaborées, je vais vous faire une manipulation qui va mettre en jeu ce que l'on vient de vous montrer et qui va présenter ce que l'on va voir. Donc ce sont des enchaînements libres, improvisés, que l'on appelle des shadows.
Vous remarquerez que la main non munie de l'arme se meut librement pour équilibrer le tireur. Depuis la fin du XXe siècle, pour des raisons physiologiques et motrices, les tireurs n'ont plus d'obligation de maintenir cette main derrière le dos. La règle qui conditionne cette liberté nouvelle stipule que les mouvements de cette main ne doivent pas masquer une surface de frappe. Nous allons aborder maintenant la quatrième partie, c'est-à-dire sur les techniques offensives et défensives complexes. Nous allons commencer par les volts, c'est-à-dire ce sont des tours sur soi-même. Vous avez pu voir dans les démonstrations que j'ai faites tout à l'heure que j'en plaçais un bon nombre. Donc c'est un coup circulaire sur soi-même, il y a deux façons de les faire, soit avec un déplacement, c'est-à-dire un décalage, un débordement important, soit sur un appui, sur un axe, jambe avant ou jambe arrière. Je commence par les volts avec fort déplacement. En tête. Ou en jambe. Maintenant, le deuxième type de volt, ça va être des volts sur un appui, sur un axe. Je montre, en général, qui sont des volts que l'on fait en jambe, puisque l'on tombe, on profite du poids du corps pour accélérer la volte. Jambe avant, comme axe. Jambe arrière, comme axe. Donc maintenant, on va voir le détail des volts. Vous avez peut-être pu observer que le démarrage, le commencement des volts, souvent se fait sur un armé des coups que nous avons montré tout à l'heure. Là, si on veut une volte pour un droitier qui tourne à droite, extérieur, on va l'amorcer sur un latéral, armé latéral extérieur. On passe dessous sans bouger la cale qui reste dans l'axe de combat vers l'adversaire et on finit dans le mouvement opposé. Ainsi, on arme, on passe dessous et on frappe. De l'autre côté, pareil, on arme, on passe dessous et on frappe. On arme, on passe dessous et on frappe. Les coups circulaires qui traversent comme ça sont interdits. Ça, c'est interdit. Ensuite, on a d'autres armées qui peuvent amorcer des volts. Par exemple, l'armée ici du croisé-tête. On arme, on passe par-dessus, on se retrouve en latéral extérieur et on frappe. On arme, on passe dessus, on frappe. Pareil pour l'armée du brisé. Ici, on peut faire de deux façons différentes. Et on termine en croisé-tête. Ici, armée du brisé, ici. Le bras est lancé, il finit la volte. On peut également le faire avec un temps d'arrêt. On amorce, on bloque, on passe par-dessus et on développe.
On amorce, on bloque, on passe par-dessus et on développe. Et ensuite, on a des vols qui finissent sur un brisé qui sont très originaux. Voilà. Maintenant, nous allons vous montrer différents types d'enchaînement de volts simples. 6. Deuxième enchaînement. Troisième enchaînement. Quatrième enchaînement. Donc dans cette quatrième partie qui aborde les techniques complexes, on va parler du domaine inépuisable du changement de main, donc du changement de garde. Alors, on va d'abord vous montrer des changements de main très simples, et puis on ira petit à petit au complexe, jusqu'au changement de main acrobatique et à l'intérieur des vols. Donc le changement de main le plus simple s'opère sur les armées. Alors au début, comme le changement de main nécessite un changement de garde, pour simplifier, on reste en position frontale. Donc j'ai un armé latéral extérieur, je change de main et ça devient un latéral croisé. L'armée latérale extérieure, je change de main, ça devient un latéral croisé. Même chose, latéral croisé, je change de main, ça devient un latéral extérieur. Après, quand vous arrivez à bien manipuler ce changement de main, vous le faites avec changement de garde. Je suis en garde, au moment où je change de main, je change de garde. Soit en reculant comme je l'ai fait, soit en avançant. Là ici, je recule, là ici, je recule, mais je peux le faire aussi en avançant. Voilà. Ensuite, on va passer toujours au changement de main simple sur des armées. Je suis ici armé du croisé-tête, et je le transforme en enlevé. Armé du croisé-tête, je change de main et je le transforme en enlevé. Donc vous verrez que la combinaison est immense et qu'on peut soi-même trouver des tas de changements de main inédits. Pour passer au changement de main un tout petit peu plus complexe, il faut arriver à faire cette manipulation simple qui est brisé, croisé-tête. Dans un premier sens, une ellipse croisée, brisé, croisé-tête, qui est le brisé et le croisé-tête. Le brisé et le croisé-tête, que l'on raccourcit un petit peu. En sens inverse, l'enlevé, qui finit en fente, suivi du croisé-bas. Ce qui donne un mouvement raccourci que l'on peut accélérer, etc. Donc, enlever, on essaye de faire un leurre, de faire un véritable enlevé qu'on remonte et que l'on va chercher dans cette position-là.
qui est un petit peu complexe, je dois dire. On a changé de garde, enlevé, on remonte pour préparer un croisé bas, et on change de main de cette façon-là. Ce qui donne après un mouvement démonstratif, ainsi. C'est un changement de main un petit peu complexe. Le changement de main doit se faire derrière et pas devant. Ensuite, on a un autre type de changement avec ce mouvement qui va vers l'avant, brisé, croisé, tête, où là, simplement, on reprend en brisé de l'autre côté. Avec changement de garde à chaque fois, si possible. Alors après, vous avez une autre forme de feinte que je vous propose, qui va permettre d'amorcer un changement de main. Feinte de briser, je ramène la canne sous le bras. Feinte de briser, je ramène sous le bras. Il faut faire un vrai leurre, une vraie feinte, pas un coup comme ça. Sinon l'adversaire ne croit pas au leurre. Donc feinte ici, on tourne le buste, on ramène la canne vers le bas et on change de main pour la reprendre sur un brisé. Ici, sous le bras, là, brisé. Brisé, sous le bras, là, brisé. Brisé, sous le bras, là, brisé. Toujours dans cette même série d'amorces de canne sous le bras, que l'on amène derrière, je vous montre, on saisit la canne ainsi, et à partir de là, on peut la sortir en latéral extérieur, mais on peut la sortir sur un autre mouvement. Donc ça donne ceci, fin de briser, je passe ici, là et là. On peut l'avoir aussi sur un coup qui est sous le bras, mais qui ne remonte pas, qui s'arrête derrière. On change ici et on transforme en croisé tête. Ce qui donne fin de briser, ça va presque passer sous le bras, mais ça s'arrête ici. Je pivote sur l'extérieur, croisé tête. Nous allons maintenant vous montrer des changements de main plus complexes qui intègrent des volts. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, c'est simplement pour vous donner, si vous voulez, l'étendue des possibilités. On va commencer par des choses simples et on va aller de plus en plus compliquées. Premier changement. On refait. En dos, ici, là. Deuxième. Avec un lâcher de canne, ici, je récupère ici, le frappe. Quatrième.
Donc maintenant, on va passer au mouvement défensif complexe. Vraiment les parades complexes, ici, qui répond à un coup. Il peut être suivi d'une riposte, croisée tête. Parade complexe dans le dos, acrobatique. Parade complexe par-dessus l'épaule, qui peut finir sur un croisé bas ou sur un latéral, ici. Parade inversée, c'est à l'extérieur, ici. Voilà, quelques-unes des parades acrobatiques. On peut aussi avoir des parades en jambes et autres. Maintenant, on va passer aux esquives et on va mettre en dynamique les esquives avec des ripostes. On va commencer par deux exemples simples, avec un exemple de recul de la jambe avant et une riposte en tête. Donc maintenant, on va montrer l'esquive sautée avec une riposte en tête lors du saut. Attaque en jambe. Maintenant, on va voir cette esquive sautée avec riposte en tête. On va lui ajouter une double riposte en jambe. Donc vous avez vu dans cette quatrième partie des techniques un petit peu plus complexes, tout un tas d'éléments justement moteurs qu'il faut après combiner en assaut en compétition. Donc la cinquième partie, ça va être quelques rudiments technico-tactiques. Dans cette cinquième partie, on va aborder des éléments technico-tactiques simples. On va d'abord vous expliquer les deux règles fondamentales de notre activité en compétition. Première règle, en dehors évidemment des critères de validité des touches que l'on a vus précédemment. Première règle, pendant un assaut, il faut respecter le principe de parade ou esquive-riposte. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir riposter, si on n'est pas le premier attaquant, il faut d'abord faire une parade ou une esquive. Parade, là, je peux riposter et prendre la main. Ce qu'il ne faut pas faire, pour deux coups, quels qu'ils soient. J'encaisse le coup et je frappe derrière. Parce qu'on estime que pendant ce laps de temps où le tireur prend une touche, il est hors combat. Il est battu, entre guillemets. Donc il faut, si je prends une touche, il faut qu'il y ait une rupture de rythme. Une petite seconde après, je peux reprendre l'attaque. Mais je ne peux pas attaquer dans le mouvement de ma touche. Deuxième règle, c'est la règle d'anti-jeu. Comme les tireurs ont l'obligation de ne toucher qu'avec le quart supérieur de l'arme, un tireur ne peut pas s'avancer sur son adversaire, rendant sa touche invalide. Ce serait trop facile. Donc on n'a pas le droit d'utiliser cette forme d'anti-jeu. Je fais plusieurs coups. Interdit. Il faut esquiver
se déplacer, mais on ne peut pas. Donc il y a un seul cas où l'anti-jeu est toléré, c'est quand il est suivi d'une attaque. Exemple. Anti-jeu, mais derrière, j'exécute une attaque. Là, c'est bon. Autre cas, sur une volte, toujours avec des grandes traversées profondes. Anti-jeu, mais là, c'est suivi d'une attaque. C'est bon. Donc, premier élément technico-tactique, ça va être les déplacements en profondeur, qu'on appelle traversées. Ce qui permet d'essayer de se trouver et de surprendre son adversaire, de se trouver derrière son adversaire. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a montré quand on expliquait la règle de l'anti-jeu. Donc, le but va être de passer derrière son adversaire au moment de son attaque. Exemple. Plusieurs coups. Si. Vers moi. Là. Évidemment, ça, c'est un exercice qui, normalement, doit inclure la riposte derrière, pour qu'il n'y ait pas anti-jeu. Donc, on va faire l'exercice complet. Ici. Maintenant, c'est un exercice que l'on peut faire simplement sous une forme de jeu technico-tactique pour arriver à partir au bon moment. Non, stop. Un peu. Etc. Pour que ces grandes traversées fonctionnent, il faut s'approcher très près de son adversaire et ne pas tourner autour où là il pourrait continuer à nous attaquer. Donc on traverse en ligne directe en passant très près de lui et presque en étant obligé de tourner le buste pour ne pas le toucher. Car évidemment, le contact est interdit en compétition. Donc ici je passe sur une attaque et là je tourne ici pour ne pas le toucher, j'arme et je frappe. Donc le but, c'est de passer très très près de son adversaire. Maintenant, vitesse un petit peu plus rapide. Donc maintenant, deuxième et dernier élément tactique, les feintes. On va les classer suivant deux catégories. Les changements de niveau, c'est-à-dire qu'on part pour frapper en jambe, on remonte, on frappe en tête. Ou inverse, on part pour frapper en tête, on descend. Et maintenant, la deuxième catégorie, les changements de coup. On part pour faire un croisé tête et on va le transformer
en latéral croisé flanc. Je le transforme et je frappe en feu. Il monte à la parade. Vitesse réelle. Encore. Voilà. Autre transformation d'un coup. Exemple sur le latéral extérieur. Latéral extérieur, qui normalement est un coup horizontal, va se transformer en brisé, qui est un coup vertical. Donc là, vous venez de voir quelques rudiments technico-tactiques. Évidemment, les phases technico-tactiques plus complexes, on les abordera dans une session ultérieure. Au début de cette session, je vais vous parler du bâton, qui fait partie de nos activités, même si on ne le pratique pas en compétition, à cause du danger qu'il représente. On va donc vous montrer quelques échanges, et vous verrez que les techniques du bâton sont simplement les techniques de canne adaptées à une arme plus longue, donc que l'on tient à deux mains. Merci, en espérant que vous serez bientôt des pratiquants. Ah oui, quoi, c'est merde. Oui. Venu. Venu.